Ils l'ont amené sans papier d'identité, sans portefeuille et avec suffisamment de cicatrices pour retracer toutes les guerres de la dernière décennie. Les médecins ont vu un homme mourant. L'aide-soignant a vu un fou qui avait déjà cassé 2 sangles de contention. Mais lorsque la salle de traumatologie numéro 4 a été bouclée parce que le patient avait retourné un scalpel contre le chef du service de chirurgie, l'hôpital a appelé le SWAT. Ils n'ont pas compris. Il n'était pas psychotique. Il exécutait un protocole de défense. Il était une arme défectueuse loin derrière les lignes ennemies. Pendant que les policiers chargeaient leurs fusils, une infirmière a franchi la barricade. Pas de gilet pare-balles. Elle n'avait qu'un nom, un indicatif qui n'aurait pas dû exister en dehors d'un dossier classifié au Pentagone. La pluie sur Seattle ne tombait pas simplement. Elle essayait de noyer la ville. Au centre médical Saint-Jude, les portes des urgences s'ouvrirent dans un sifflement, laissant d'entrer une rafale de vent glacial et 2 ambulanciers poussant un brancard avec une urgence frénétique qui fit lever les yeux à tout le monde. Homme non identifié, âge approximatif 35 ans, cria le chef des ambulanciers, un certain Miller, par-dessus le brouhaha de la salle d'attente. Trouvé sur le bord de la I-5, multiples blessures par balle à l'abdomen, hémorragie interne possible. Il est combatif. Nous avons dû le mettre sous sédatif, mais il a brûlé 5 mg de verre comme si c'était de l'eau. Amelia Hart leva les yeux de son poste de triage. Elle avait 42 ans, une infirmière chevronnée qui avait passé sa vingtaine à Londres, en Allemagne, à soigner des garçons qui avaient été déchiquetés dans des endroits dont ils ne pouvaient prononcer le nom. Elle connaissait le regard de Miller. Ce n'était pas seulement de l'urgence. C'était de la peur. Traumatisme 4, aboya le Dr. Sterling. Sterling était le nouveau médecin traitant. Brillant, arrogant et beaucoup trop jeune pour comprendre que la médecine ne se résumait pas à de la plomberie. Il s'agissait de personnes. Appelez la sécurité. Il se débat. Amelia abandonna son bloc-notes et suivit la foule. À l'intérieur du traumatisme 4, c'était le chaos. Le patient était un mur de muscles et de tissus cicatriciels, luisant de pluie et de sang. Bien qu'il ait perdu ce qui semblait être 1 litre de sang, il se débattait avec une férocité primitive et terrifiée. Ses yeux étaient grands ouverts, ses pupilles dilatées, il regardait partout dans sa pièce, à la recherche de menaces, pas d'aide. « Maintenez-le !» cria Sterling, essayant de placer un stéthoscope sur la poitrine de l'homme. « Lâchez-moi !» La voix était rauque, comme si elle avait été brisée par les cris. L'homme ne se contenta pas de repousser l'aide-soignant. Il tourna les hanches et utilisa la force de ses jambes pour projeter un homme de 90 kg contre le chariot d'urgence. C'était un mouvement tactique. Amelia s'arrêta dans l'embrasure de la porte. Elle observa les mains de l'homme. Il ne gesticulait pas. Il cherchait sa ceinture, vérifiant qu'il n'y avait pas d'arme, puis balayait sa poitrine de la main gauche à la recherche d'une radio. Des attaches en cuir maintenant. Sterling hurla et recula alors que le patient lançait un coup de poing sauvage qui manqua la mâchoire du médecin d'1 centimètre. « Ne me touchez pas, rugit l'homme. Périmètre violé. J'ai besoin d'une extraction. J'ai besoin d'une extraction maintenant. » Il est psychotique, marmonna Sterling en attrapant une seringue dans un plateau. « Donnez-moi de l'allopéridol. 10 mg. Nous devons l'endormir avant qu'il ne se vide de son sang. » Amelia s'approcha, collée contre le mur. Elle observa les yeux de l'homme. Il ne regardait pas les médecins. Il regardait les bouches d'aération. Il vérifiait les lignes de vue. Il calculait les issues. « Docteur, attendez, dit Amelia, sa voix couvrant le bruit. Il n'est pas psychotique. Il a des flashbacks. Si vous le coincez, il va tuer quelqu'un. Infirmière Hart, à moins que vous n'ayez un diplôme en psychiatrie dont je ne suis pas au courant, attrapez un membre et maintenez-le au sol. » Sterling aboya. 2 gardes de sécurité, 2 hommes costauds nommés Davis et Kowalski, se jetèrent sur le patient. C'était une erreur. Le patient, qui saignait de 3 blessures par balle à l'abdomen, abaissa son centre de gravité. Il attrapa le poignet de Kowalski, le tordit avec un craquement écœurant et envoya le garde à genoux. Dans le même mouvement, il saisit une paire de ciseaux à traumatisme sur le comptoir. La pièce se figea. Le patient recula dans un coin. Les ciseaux tenus à l'envers, la lame longeant l'avant-bras. Une posture de combattant au couteau. Sa poitrine se soulevait. Le sang imprégnait les lambeaux de son t-shirt gris. « Reculez », murmura l'homme. L'agressivité avait disparu, remplacée par une lucidité froide et terrifiante. « Si quelqu'un dépasse les limites,
Je sectionne l'artère brachiale. Je vous saignerai à blanc en 90 secondes. Sterling Polly. Code argent. Code argent. En traumatologie 4. Nous avons une prise d'otage armée. Amelia ne bougeait pas. Elle fixait l'homme. Il avait un tatouage sur l'intérieur de l'avant-bras, partiellement masqué par le sang. C'était un trident, mais pas le trident standard des Navy SEALs que tout le monde reconnaissait. C'était une clé passe-partout croisée avec un éclair. Elle sentit un frisson lui parcourir l'échine, qui n'avait rien à voir avec la climatisation. Elle connaissait ce symbole. Elle ne l'avait pas vu depuis 15 ans. Pas depuis que son frère Michael lui avait envoyé un croquis d'un endroit qu'il n'avait pas le droit de nommer. Ce n'était pas un junkie. Ce n'était pas un gangster. C'était un fantôme. L'hôpital fut bouclé. Le bruit de l'alarme était assourdissant. Des lumières clignotantes peignaient le couloir de stroboscope rouge et blanc. La police était déjà en route. Le commissariat n'était qu'à 3 pâtés de maison. À l'intérieur de la salle de traumatologie 4, la confrontation avait transformé la salle stérile en zone de combat. Le docteur Sterling et l'infirmière restante, une jeune fille nommée Chloé, qui tremblait de manière incontrôlable, étaient blottis près des bouteilles d'oxygène. Le gardien de sécurité, Kowalski, serrait son poignet cassé et gémissait sur le sol. L'homme, le soldat, se tenait dans un coin. Il vacillait. L'adrénaline s'estompait et la perte de sang le rattrapait. Son visage était gris, des gouttes de sueur perlaient sur son front. Mais la main qui tenait les cisailles ne tremblait pas. « Monsieur », balbutia Sterling en levant les mains, « vous êtes en train de mourir. Vous avez les intestins perforés. Vous devez être opéré, pas de personnel naturalisé. » marmonna l'homme. Il cligna des yeux, secouant la tête comme pour chasser le brouillage. « J'ai besoin de la clé de cryptage. Où est-ce le commandement? » « Nous ne sommes pas le commandement, » dit Sterling, la voix montée par la panique. « Nous sommes des médecins. Vous êtes dans un hôpital à Seattle. Seattle est compromise, » marmonna l'homme. Il regarda la porte. À travers la petite fenêtre, il pouvait voir les premiers policiers arriver, dégainant leurs armes. Son regard se durcit. Des ennemis dans le périmètre. Amelia s'avança. Elle bougeait lentement, les mains vides et ouvertes. « Hart, reculez !» siffla Sterling. Amelia l'ignora. Elle s'arrêta à 3 mètres de l'homme. Elle avait besoin de voir clairement son visage. Il avait une cicatrice qui traversait son sourcil gauche et une mâchoire qui semblait sculptée dans le granit. Mais ce furent ses yeux, hantés, bleus et terrifiés, qui attirèrent son attention. « Hé, dit-elle doucement. Le regard de l'homme se posa brusquement sur elle. Les cisailles se levèrent d'1 centimètre. « Restez en arrière, je vais vous laisser tomber. »« Je sais, » dit Amelia. Elle n'utilisa pas sa voix d'infirmière, ce ton apaisant et condescendant qu'on leur enseignait à l'école. Elle utilisa la voix qu'elle employait lorsque son père, un sergent-major des Marines, rentrait à la maison ivre et en colère. Une voix de fer enveloppée de velours. « Vous êtes formé pour le faire. Vous l'avez probablement fait des centaines de fois. » L'homme cligna des yeux. Il semblait perplexe qu'elle ne le supplie pas. « Mais vous ne voulez pas le faire aujourd'hui, » continua Amelia en s'approchant d'un demi-pas. « Parce que si vous vouliez notre mort, nous serions déjà morts. Vous attendez quelque chose. » L'homme eut le souffle coupé. Il pressa une main contre son flanc, du sang noir s'écoulant entre ses doigts. Protocole Sept Alpha. Broken Arrow. Le cœur d'Amelia s'arrêta. Broken Arrow. C'était le code pour une unité qui avait été envahie et compromise. C'était un appel à un soutien aérien immédiat et catastrophique sur leur propre position. Il pensait appeler une frappe aérienne sur lui-même pour éviter d'être capturé. Dehors, la police criait. « Lâchez votre arme, sortez les mains en l'air. »« Ils arrivent, » murmura l'homme. Il changea la prise de ses cisailles. Il se préparait à charger la porte. S'il le faisait, les policiers le transformeraient en gruyère. « Ce ne sont pas des ennemis, Caleb, » dit Amelia. Le nom lui échappa. Elle ne savait pas si c'était son nom, mais elle se souvenait des lettres. Son frère, Michael, avait écrit à propos d'un certain Caleb, le meilleur tireur qu'il ait jamais vu. Un gamin du Wyoming qui pouvait toucher une pièce de monnaie à 1 kilomètre de distance. Caleb? L'homme se figea, la tête penchée. Qui t'a dit ce nom? Personne. Amelia mentit. Elle fit un pas de plus. Elle était maintenant à 1,50 m. Mais je sais que tu n'es plus dans le bac à sable. Regarde le sol, soldat. Regarde les carreaux.
Il baissa les yeux. Du vinyle blanc, dit-elle. Pas du sable, pas de la terre. Regarde les lumières. Des néons, poste le soleil. Il leva les yeux, clignant rapidement des paupières. La réalité commençait à transparaître à travers l'hallucination. Il vacilla violemment, les genoux fléchissants. Il se rattrapa au comptoir. Je ne peux pas, allaita-t-il. Les communications sont coupées. Je ne peux pas joindre l'observateur. C'est moi l'observatrice, dit Amelia. La pièce devint silencieuse. Même Sterling cessa de respirer. L'homme la regarda, scrutant son visage avec un désespoir qui lui brisa le cœur. C'est moi l'observatrice, répéta-t-elle d'une voix ferme. Et j'appelle le vent. Tu dérives vers la gauche. Tu dois corriger ta trajectoire. Tu dois te retirer, Caleb. C'est un ordre direct. Il la fixa du regard, les cisailles tremblant dans sa main. Pendant une seconde, elle crut que cela avait fonctionné. Puis la porte s'ouvrit brusquement. « Police, lâchez ça !» 3 agents envahirent la pièce, leurs Glock dégainés. Le bruit soudain brisa la fragile connexion. Caleb rugit, l'hallucination reprenant sa place. Il ne lâcha pas l'arme. Il se jeta sur l'agent le plus proche, se déplaçant plus vite qu'un homme mourant n'avait le droit de le faire. « Non !» hurla Amelia. Elle ne se jeta pas sur les policiers, mais sur Caleb. Elle se précipita sur son flanc, ensanglanté, enroulant ses bras autour de sa taille. L'élan les projeta tous les deux sur le sol dur. « Ne tirez pas !» hurla-t-elle en protégeant son corps avec le sien. « Ne lui tirez pas dessus !» Caleb se débattait sous elle, s'apprêtant à porter un coup qui risquait de lui briser le cou. « Wheezy !» hurla Amelia dans son oreille. « Wheezy! Tango! Foxtrot! 4-9! » L'homme se figea instantanément. Son bras levé pour frapper resta suspendu dans les airs. Les policiers hurlaient, les lasers dansaient sur le dos d'Amelia, mais elle ne bougeait pas. Elle serrait l'homme contre elle, sentant son cœur battre frénétiquement contre sa poitrine. « Ci est un, murmura-t-elle, les larmes piquant ses paupières. « Ici Sierra 2, vérifiez le signal. » L'homme lâcha les cisailles, sa main s'abaissa, non pas pour frapper, mais pour saisir son avant-bras. Sa prise était faible, vacillante. « Sierra aussi, allaita-t-il. Vérifiez. Echo. VI. » Ses yeux se révulsèrent. Il cessa de se débattre d'un seul coup. Il s'affaissa dans ses bras. « Appelez le chariot d'urgence. » Amelia cria, roulant sur le côté pour s'éloigner de lui et appuyant immédiatement sur ses blessures. « Nous sommes en train de le perdre. Ne tirez pas sur lui. Aidez-moi. » 4 heures plus tard, la tempête faisait toujours rage dehors, mais l'ouragan à l'intérieur de Saint-Jude s'était déplacé vers l'unité de soins intensifs. Caleb, si c'était bien son nom, était vivant, mais à peine. Les chirurgiens avaient retiré 3 balles de 9 mm, des balles de police ou des balles tactiques à courte portée. Personne ne savait. Il était intubé, sous sédatif et menotté au lit avec des menottes en acier très résistantes. 2 policiers militaires armés se tenaient devant la porte vitrée. Amelia était assise dans la salle de pause, les mains tremblantes autour d'une tasse de café tiède, sa blouse tachée de son sang. « Tu veux bien me dire ce qui s'est passé là-dedans? » Elle leva les yeux. Le détective Thorne était appuyé contre le cadre de la porte. C'était un bon flic, fatigué et cynique, mais juste. « J'ai calmé un patient, dit Amelia. Tu as crié un tas d'absurdités et tu as plaqué un homme qui venait de casser le poignet d'un agent de sécurité, dit Thorne en tirant une chaise. Et puis la marine est arrivée 20 minutes plus tard et nous a dit que ce type n'existait pas. Ils ont effacé les images de vidéosurveillance. Disparu. Les sauvegardes sur le cloud, les serveurs locaux. Pouf! Amelia serra sa tasse plus fort. Qui sont-ils? Des hommes en costume qui ne sourient pas, dit Thorne. Ils le transfèrent à Bethesda dès qu'il sera stable. Peut-être plus tôt. Ils ont essayé de l'emmener il y a 1 heure, mais votre chirurgien en chef a pris son courage à 2 mains et leur a dit que le déplacer maintenant le tuerait. Thorne se pencha vers elle. Amelia, tu l'as appelé Caleb. Et tu as crié un indicatif, Sierra 1. Comment le savais-tu? Amelia détourna le regard. J'ai deviné. Foutaise, dit Thorne. On ne devine pas un code d'identification de combat. Qui est-il? Je ne sais pas, murmura-t-elle. Et c'était de la vérité. Elle ne le connaissait pas. Elle connaissait son fantôme. Eh bien, tu ferais mieux de le découvrir, dit Thorne en se levant. Parce que ces types en costume ne sont pas là pour l'aider.
L'un des policiers militaires l'a laissé échapper. Ils ne gardent pas un héros, Amelia. Ils gardent un traître. Ils ont dit qu'il était devenu renégat, qu'il avait tué sa propre unité. Ils attendent qu'il se réveille pour l'interroger, pas pour lui remettre une médaille. Amelia sentit le sang se retirer de son visage. Il a tué sa propre unité. C'est impossible, dit-elle. Vraiment? Thorne haussa les épaules. La guerre crée des monstres. Il la laissa seule dans la salle de pause. Amelia sortit son téléphone. Ses mains tremblaient tellement qu'elle pouvait à peine taper. Elle ouvrit une vieille application cryptée qu'elle n'avait pas utilisée depuis des années. C'était une boîte à chaussures numérique où elle conservait les scans des lettres de Michael. Michael Hart, son petit frère, observateur pour l'équipe SEAL. Eh bien, ils n'ont jamais donné le numéro. Il était mort 4 ans plus tôt dans un accident d'entraînement au large des côtes du Yémen. C'était la version officielle. Accident d'entraînement, cercueil fermé. Elle le fit défiler jusqu'à la dernière lettre qu'elle avait reçue. Elle était écrite à la main, griffonnée à la hâte. Evie, les choses deviennent bizarres. On travaille avec un type, nom de code Ghost, vrai nom Caleb. C'est le meilleur, mais il voit des choses. Si quelque chose m'arrive, si l'histoire n'a pas de sens, souviens-toi du code que je t'ai appris quand nous étions enfants. Le mot de passe de la cabane dans les arbres. Le mot de passe de la cabane dans les arbres. Whisky, tango, foxtrot, et puis une ligne qu'elle avait ignorée pendant des années, pensant que c'était juste une blague. Ghost sait où les corps sont enterrés, littéralement. Si je disparais, trouve Ghost. Amelia se leva. La tasse de café tomba dans la poubelle. Ils allaient l'interroger. Ils allaient l'emmener dans un lieu secret et il disparaîtrait à jamais. Et tout ce qu'il savait sur Michael, la vérité sur l'accident d'entraînement, mourait avec lui. Elle ne pouvait pas le laisser se réveiller dans une pièce remplie de costumes. Elle devait être la première personne qu'il verrait. Elle devait savoir pourquoi un homme en qui Michael avait confiance avait été qualifié de traître. Elle sortit de la salle de pause, redressa son badge et se dirigea vers l'unité de soins intensifs. Les policiers militaires bloquaient de la porte. « Accès restreint, madame, » dit le plus grand. Il ressemblait à une statue. « Je suis son infirmière principale, » dit Amelia d'une voix calme. « Il a une forte fièvre. Je dois vérifier ses signes vitaux et ajuster la perfusion d'antibiotiques. »« C'est le médecin qui s'en charge, » répondit le policier militaire. « Le médecin est en train de se disputer avec vos supérieurs dans le hall, » bluffa Amelia. « Et si cet homme fait une crise et meurt parce que sa température atteint 40 degrés Celsius, je témoignerai personnellement que vous avez bloqué l'aide médicale. » Le policier militaire hésita. Il jeta un coup d'œil à son collègue. Celui-ci acquiesça. « Faites vite, la porte reste ouverte. » Amelia entra. La pièce était sombre, éclairée uniquement par les moniteurs. Caleb était allongé là, emmêlé dans des tubes et des fils. Il semblait plus jeune maintenant que sa rage avait disparu. Vulnérable. Elle s'approcha du lit. Elle vérifia le moniteur. Son rythme cardiaque était régulier. Sa tension était basse, mais stable. Elle se pencha vers son oreille. « Caleb, » murmura-t-elle. Aucun mouvement. Elle réessaya. « Ghost, c'est Sierra aussi. » Ses paupières papillonnèrent. Un gémissement s'échappa du tube dans sa gorge. Ses doigts se crispèrent contre les sangles. Elle regarda sa main. Les jointures étaient couvertes d'échymoses violettes. Et là, sous la saleté qu'elle n'avait pas encore nettoyée, elle vit autre chose. Il avait écrit sur sa propre peau. Cela ressemblait à de l'encre, étalée et effacée. Elle sortit un stylo-lampe de sa poche et l'éclaira sur sa paume. Ce n'était pas de l'encre. C'était une série de chiffres et de lettres gravées dans la peau avec quelque chose de tranchant. Peut-être un caillou ou un morceau de verre. 47,19 nord 122,33 est. Projet Azrael. Michael Amelia eut le souffle coupé et porta la main à sa bouche. Elle fixa le nom gravé dans la chair vivante de sa main. Michael. Il n'avait pas tué son frère. Il portait le nom de son frère comme une relique sacrée. Soudain, Caleb ouvrit les yeux. Ils n'étaient plus troubles. Ils étaient clairs, intenses et fixés sur elle. Il ne pouvait pas parler à cause du tube, mais il tira violemment sur son poignet gauche. Il essayait de lui montrer quelque chose. Amelia regarda le moniteur. Son rythme cardiaque était en train de monter en flèche. L'alarme allait bientôt se déclencher. « Chut, calme-toi, » murmura-t-elle. « Je le vois. Je vois le nom. »
Il secoua frénétiquement la tête. Il pointa son menton vers la poche de perfusion suspendue au-dessus de lui. Amelia leva les yeux. La poche était étiquetée « Mélange standard de solutions salines et d'antibiotiques ». Mais Caleb la fixait avec terreur. Il mima un étouffement. Amelia regarda de plus près la perfusion. Il y avait un petit port d'injection près du cathéter. Une minuscule marque de ponction, presque invisible, était visible sur le plastique du tube, toute récente. Quelqu'un avait injecté quelque chose dans la perfusion après qu'elle ait été suspendue. Elle suivit le tube jusqu'à la pompe. Le liquide qui circulait dans le tube n'était pas clair. Il avait un léger tourbillon laiteux, du chlorure de potassium. À forte dose, cela provoque un arrêt cardiaque. Cela ressemble à une crise cardiaque. Impossible à détecter si on ne cherche pas. Quelqu'un n'attendait pas l'interrogatoire. Ils essayaient de l'assassiner ici même, dans l'unité de soins intensifs. Le moniteur cardiaque se mit à biper plus rapidement. 140, 150. « Hé !» cria le policier militaire depuis la porte. « Qu'avez-vous fait ?» Amelia ne réfléchit pas. Elle arracha la perfusion du bras de Caleb. Du sang gicla sur les draps. « Il est en arrêt cardiaque !» a-t-elle crié en se retournant pour empêcher le policier militaire de voir la poche sabotée. « Apportez le chariot d'urgence. Appelez les secours. » Alors que le policier militaire se retournait pour crier dans le couloir, Amelia a attrapé la poche iffée sabotée, l'a glissée sous sa blouse et a pris une poche neuve sur l'étagère, la fixant en quelques secondes. Elle se pencha vers Caleb, dont les yeux étaient écarquillés de panique. « Ils sont là, » murmura-t-elle. « Mais moi aussi. Reste en vie, fantôme. Tu m'entends? Reste en vie. » Le chaos régnait dans l'unité de soins intensifs. Les alarmes du moniteur de Caleb hurlaient une ligne plate. Non pas parce que son cœur s'était arrêté, mais parce qu'Amelia avait déconnecté les électrodes dans un mouvement rapide. « Code bleu, je vous vois. Lead 3. » L'interphone retentit. Amelia savait qu'elle avait moins de 90 secondes avant l'arrivée de l'équipe d'urgence. Les policiers militaires criaient dans leur radio, distraits par l'urgence médicale soudaine. C'étaient des soldats, pas des médecins. Ils s'éloignèrent de ce qu'ils percevaient comme la mort, donnant à Amelia le répit chaotique dont elle avait besoin. Elle ne commença pas la réanimation cardio-pulmonaire. Au lieu de cela, elle attrapa un laryngoscope et coupa le ruban adhésif qui maintenait le tube respiratoire de Caleb. « Réveillez-toi », siffla-t-elle en retirant le tube dans un glissement humide et écœurant. Caleb eut un haut le cœur et son corps se cambra sur le matelas. Une violente quinte de toux secoua sa poitrine, projetant une fine brume de sang. Il aspira une bouffée d'air vif, les yeux hagards et dans le vague. « Silence !» ordonna Amelia en lui couvrant la bouche de sa main. « Si tu fais du bruit, on est tous les deux morts. Tu peux marcher? » Caleb acquiesça faiblement. Il balança ses jambes sur le côté du lit, sa blouse d'hôpital trempée de sueur. Il était gris, tremblant, et ne fonctionnait que grâce à l'adrénaline et au souvenir de son entraînement. Amelia jeta une blouse de laboratoire sur ses épaules et lui enfila une charlotte chirurgicale sur la tête. « Appuie-toi sur moi. Nous ne sortirons pas par l'entrée principale. » Elle déverrouilla le frein du lit et le poussa vers la porte pour créer un barrage, puis traîna Caleb vers l'ascenseur de service du poste des infirmières, celui utilisé pour le linge et les déchets. Alors que les portes de l'ascenseur se refermaient, elle vit le docteur Sterling courir dans le couloir, un chariot d'urgence à la main, suivi de deux hommes en costume sombre qui n'étaient certainement pas des administrateurs de l'hôpital. L'un d'eux avait la main dans sa veste. L'ascenseur descendit. Caleb s'affaissa contre la paroi métallique et glissa jusqu'à toucher le sol. « Point d'extraction », murmura-t-il d'une voix rauque, semblable à du verre brisé. « Le quai de chargement », répondit Amelia en vérifiant son pouls. C'était risqué. « Ma voiture est dans le parking des employés. Une Honda beige. Ce n'est pas une Black Hawk, mais ça fera l'affaire. Ils auront sécurisé le périmètre, marmonna Caleb en fermant les yeux. Confinement standard. Ils vérifieront chaque véhicule. Ils ne vérifieront pas les morts, dit Amelia d'un ton sinistre. L'ascenseur sonna au niveau du sous-sol. Morgue et pathologie. Amelia souleva Caleb. Le couloir était glacial et sentait le formaldéhyde et la cire à parquet. Elle ne le conduisit pas vers la sortie, mais dans la salle de préparation de la pathologie. « Montez sur le brancard », ordonna-t-elle. « Quoi? Montez! Tirez le drap! Vous êtes un inconnu qui n'a pas survécu. » Caleb hésita puis comprit. Il grimpa sur le plateau en acier inoxydable. Il était glacé.
Amelia jeta un drap blanc sur lui, lui couvrant le visage. Elle poussa le brancard vers les portes du quai de chargement où les fourgons des pompes funèbres attendaient généralement. Un agent de sécurité était assis près de la porte roulante, un bloc-notes sur les genoux. Ce n'était pas Jerry, le vieil homme qui travaillait habituellement la nuit. C'était un nouveau, au cou épais et à l'air alerte. Le cœur d'Amelia battait à tout rompre. Elle poussa le brancard avec autorité. « Attendez, dit l'agent en se levant. Où l'emmenez-vous? Aucune sortie n'est autorisée pendant le confinement. » Amelia ne ralentit pas. Elle arrêta le brancard à quelques centimètres de ses tibias. Elle baissa son masque, révélant un visage marqué par l'épuisement et la rage. « Ce n'est pas une sortie, génie. C'est un transfert vers la chambre froide supplémentaire, car le congélateur principal est encore en panne. Vous voulez sentir l'odeur d'un cadavre qui flotte depuis 3 jours? Je vous en prie, vérifiez-le. » Elle attrapa le coin du drap. Le gardien plissa le nez et recula. L'odeur de sang et de maladie qui émanait de Caleb était bien réelle. « Va-t'en. » Le gardien lui fit signe de partir, ne voulant pas s'occuper de la paperasse ou de l'odeur. Amelia poussa le brancard sur le béton détrempé par la pluie du quai de chargement. La tempête faisait toujours rage. La pluie lui fouettait le visage. Kay cachait ses larmes. Elle scruta le parking. Sa voiture était à 50 mètres. « C'est bon, » murmura-t-elle. Caleb s'assit, le drap tombant comme un linceul. Il ressemblait à un cadavre qui avait décidé de marcher. Ils arrivèrent à la Honda. Amelia le poussa sur le siège passager et inclina le dossier à fond. Elle jeta une couverture sur lui juste au moment où un SUV noir déboulait au coin de l'hôpital. Des projecteurs balayaient le parking. Elle démarra le moteur. Il toussa, puis démarra. Elle roula lentement, douloureusement lentement, vers la barrière de sortie. La barrière était baissée. Un policier lui braqua une lampe torche dans le visage. « Vos papiers » exigea-t-il. Amelia lui tendit son badge de l'hôpital. Ses mains étaient fermes. Elle était infirmière. Elle tenait la main des gens pendant qu'ils mouraient. Elle pouvait gérer un flic. « Dur service ?» demanda le policier en braquant sa lampe sur la banquette arrière. « J'ai perdu un patient », répondit Amelia, la voix brisée. Ce n'était pas du cinéma. « Un jeune homme, il n'avait pas à mourir. » Le policier s'adoucit. Il ne braqua pas sa lampe sur la pile de couverture sur le siège passager. Il vit une infirmière en deuil. « Rentre chez toi, maman. Fais attention à toi. » La barrière se leva. Amelia s'engagea dans la nuit pluvieuse de Seattle. Elle ne respira pas avant d'être sur l'autoroute en direction du sud. À côté d'elle, Caleb se mit à trembler violemment. « On est tranquille, » dit-elle. « Non, » murmura Caleb en fixant le rétroviseur. « On ne l'est pas. Tu as un traceur sur ta voiture. »« Quoi? Je n'en ai pas. » Toutes les voitures modernes ont un transpondeur GPS. S'ils ont la clé, ils peuvent nous trouver. « Gare-toi. Je ne peux pas m'arrêter sur l'autoroute. Gare-toi ou nous mourrons. » Caleb rugit, trouvant soudain la force d'attraper le volant. Amelia fit une embardée sur l'accotement, les pneus crissant sur l'asphalte mouillé. Avant même que la voiture ne s'arrête, Caleb avait ouvert sa portière. Il roula dans la boue et se traîna sous le châssis de sa voiture. « Caleb !» cria-t-elle en sautant hors du véhicule. Il était sous le pare-choc arrière et utilisait une pierre pour briser une petite boîte en plastique fixée au passage de roue. Il arracha les fils à main nue. Il ressortit couvert de boue et d'huile, tenant une boîte magnétique noire. « Il te suivait » haleta-t-il en jetant l'appareil dans les buissons. « Depuis que tu as quitté l'hôpital, ils nous ont laissés partir. Ils voulaient voir où nous allions nous enfuir. » Amelia fixait l'appareil dans l'herbe. Les hommes en costume ne les avaient pas manqués. Ils les traquaient. Ils abandonnèrent la voiture 5 kilomètres plus loin dans le parking d'un centre commercial et volèrent une camionnette rouillée dont les clés étaient sur le contact. Un coup de chance. Ou peut-être simplement des habitants de Seattle négligents. Amelia conduisait. Ils ne se dirigèrent pas vers son appartement, mais vers le seul endroit qu'elle connaissait, qui était hors réseau. La vieille cabane de pêche de son grand-père sur les rives de la rivière Skagit, à 2 heures au nord. L'aube était levée lorsqu'ils arrivèrent. La cabane était glaciale et sentait les aiguilles de pain et la poussière. Amelia aida Caleb à entrer et le déposa sur le canapé moisi. Elle se mit au travail. Elle n'avait pas tout le matériel d'une salle d'urgence, mais elle avait le sac d'urgence qu'elle gardait dans son coffre, une habitude héritée de sa mère, adepte du survivalisme.
Suture, antibiotiques, lidocaïne, solution saline. Elle nettoya ses blessures. Les impacts de balles étaient rouges et enflammés, mais la chirurgie avait tenu bon. Le vrai problème était le poison. Buvez ça, dit-elle en lui tendant un mélange de comprimés de charbon et d'eau. Ça aidera à neutraliser les toxines qui restent dans votre estomac. Caleb but, les mains tremblantes. Il la regarda, ses yeux bleus enfin clairs. Pourquoi demanda-t-il. Pourquoi? Quoi? Pourquoi avez-vous risqué votre vie pour moi? Vous avez vu le dossier. Je suis un traître. Amelia s'assit sur ses talons. Elle sortit de sa poche la copie scannée de la lettre de Michael qu'elle avait toujours sur elle. Elle la lui tendit. Caleb prit le papier. Il lut les mots. Whiskey Tango, Foxtrot. Il lut la ligne sur le fantôme. Il ferma les yeux et une larme solitaire coula sur son visage couvert de crasse. « Michael, murmura-t-il, ta sœur de cœur. Dis-moi, dit Amelia d'une voix dure. Dis-moi comment il est mort. » Caleb secoua la tête. Il n'est pas mort dans un accident d'entraînement. Amelia, nous étions au Yémen, hors des registres. Opération Azrael. Azrael, Amelia répéta. L'ange de la mort. Ce n'était pas une guerre, dit Caleb en fixant le feu qu'Amelia avait allumé. C'était une liquidation. Nous avions été envoyés pour éliminer une cellule terroriste. Mais quand nous sommes arrivés, ce n'était pas une cellule. Oh, c'était une école. Une école technique pour filles. Amelia se couvrit la bouche. La cible était une fille de 14 ans, continua Caleb, d'une voix dénuée d'émotion, ce qui rendait les choses encore pires. Elle avait écrit un code, un logiciel de cryptage que la NSA ne pouvait pas déchiffrer. Ils ne voulaient pas du code. Ils voulaient s'assurer que personne d'autre ne le récupère. L'ordre est tombé. Effacer toute trace, pas de témoin. Et tu as refusé, dit Amelia. Michael a refusé le premier. Caleb a dit qu'il avait coupé les communications. Il s'est placé devant la porte. Il a dit au capitaine Keller d'aller au diable. Keller, c'est lui qui dirige l'opération. Il a tiré sur Michael à la poitrine. Amelia sentit le monde basculer. Elle s'agrippa au bord de la table. Il lui a tiré dessus. 2 balles dans le gilet par balle, dit rapidement Caleb. Ça l'a fait tomber. J'ai lancé une grenade aveuglante. J'ai attrapé Michael et nous avons couru. Nous avons été séparés dans la zone d'extraction. J'ai reçu 3 balles dans le dos. Je suis tombé dans un ravin. Le temps que je rampe pour en sortir, le village était en feu. Michael avait disparu. Alors, il est mort, a murmuré Amelia. L'espoir s'éteignait dans sa poitrine. C'est ce que je pensais, a dit Caleb. Il a levé la main, montrant la gravure sur sa paume. Il y a 3 jours, j'étais dans une cellule en Allemagne, en attente de transfert. Un gardien m'a glissé un mot. Il y avait ses coordonnées et un message. La cabane dans les arbres est toujours là. Caleb la regarda intensément. Seul Michael connaissait le code de la cabane. Il est vivant, Amelia. Il se cache. Il a la fille et il attend d'être extrait. 47,1922,33W. Amelia récita les chiffres qu'il lui avait donnés. C'est ici, à Washington. C'est le chantier naval de Puget Sound, dit Caleb. Plus précisément, les cales sèches désaffectées. C'est un cimetière pour vieux navires. L'endroit idéal pour se cacher. Alors, nous y allons, dit Amelia en se levant. Non, dit Caleb en essayant de se lever sans y parvenir. J'y vais. Tu restes ici. Keller sait que tu es impliqué maintenant. Il va envoyer les nettoyeurs. Tu ne peux même pas marcher. Amelia cria. Tu penses que tu vas infiltrer une base navale, trouver mon frère et échapper à une équipe de tueurs alors que tes entrailles sont maintenues ensemble par de la superglue et des pointes de suture? Je suis un Navy SEAL, grogna Caleb. Je suis opérationnel. Tu es un patient, lui répondit Amelia en criant. Et moi, je suis infirmière. Et en ce moment, je suis la seule raison pour laquelle tu respires. On y va ensemble ou tu n'y vas pas du tout. Elle attrapa un fusil rouillé sur le support au-dessus de la cheminée. Elle ouvrit la culasse et vérifia les cartouches. « Je sais tirer, dit-elle. Papa m'a appris. » Caleb la regarda. Il vit la même détermination qu'il avait vue chez Michael. « D'accord, dit-il doucement. On y va ensemble. » Mais avant qu'ils aient pu bouger, le bruit d'un lourd moteur diesel rompit le silence de la forêt, puis le crissement des pneus sur le gravier. Caleb redressa brusquement la tête. « Ils nous ont trouvés. » « Comment ?» Amelia eut le souffle coupé.
On a abandonné la voiture. Les satellites, dit Caleb en se levant du canapé, le visage crispé par la douleur. L'imagerie thermique. Il balaye toute la zone à la recherche de 2 signatures thermiques au milieu de nulle part. Baisse-toi. La vitre avant vola en éclats lorsqu'une grenade flashbang traversa le verre. L'explosion fut assourdissante. Une lumière blanche brûla les rétines d'Amelia, et l'onde de choc la projeta contre le mur du fond. Ses oreilles bourdonnaient, un sifflement aigu qui couvrait tous les autres sons. Elle ne voyait plus rien. Elle ne sentait que la chaleur du feu où la grenade avait enflammé le tapis. Une main l'attrapa par le col. Caleb. Il la traîna sur le sol en restant baissé. Des balles commencèrent à transpercer les murs en bois de la cabane, projetant des éclats comme des éclats d'obus. Thac, thwack, thwack. Des fusils à canon court, des pros. La cuisine, crie de Caleb, dont la voix semblait sous-marine à ses oreilles endommagées. Ils rampèrent jusqu'à la cuisine. Caleb renversa la lourde table en chêne, créant une barricade. Il tenait le fusil dans sa main. 2 tireurs à l'avant, un à l'arrière, analysa instantanément Caleb. Il n'était plus le patient mourant. Il était le faucheur. Amelia, la bonbonne de propane, cria-t-il. Quoi? La cuisinière. Allume le gain. Tous les brûleurs. Amelia se précipita vers la cuisinière. Elle tourna les boutons. Le sifflement du gaz emplit la petite pièce. La fenêtre. Caleb désigna la petite fenêtre au-dessus de l'évier. Vas-y. Il la souleva. Elle tomba dans l'herbe humide du jardin. Il faisait sombre, la pluie continuait de tomber. Caleb sauta à sa suite et atterrit lourdement. Il gémit en se tenant le côté. Du sang frais suintait à travers ses bandages. « Cours vers les arbres », ordonna-t-il. Ils se précipitèrent vers la forêt dense située à 50 mètres. Derrière eux, 3 silhouettes vêtues d'équipements tactiques noirs enfoncèrent la porte d'entrée de la cabane. « C'est clair à gauche, c'est clair à droite !» cria une voix. Caleb s'arrêta à la lisière des arbres. Il leva le fusil, visant non pas les hommes, mais la fenêtre de la cuisine par laquelle il venait de sortir. « Attention, je tire », murmura-t-il. Il appuya sur la détente. Les plombs brisèrent la fenêtre de la cuisine et jaillirent contre le poêle en fonte à l'intérieur. Le gaz s'enflamma. Boum! La cabane ne brûla pas. Elle se désintégra. Le souffle de l'explosion projeta Amelia dans la boue. Une boule de feu s'éleva dans le ciel, transformant la nuit en jour. Le toit s'effondra, ensevelissant les 3 mercenaires dans un tombeau de feu. Amelia gisait dans la boue, haletant pour reprendre son souffle. Caleb était à côté d'elle, vérifiant le chargeur d'un pistolet qu'il avait apparemment pris à l'un des hommes pendant la fuite. Non, il ne tenait rien, il bluffait. « On les a eus » balbutia-t-elle. « On a eu l'équipe d'entrée » dit Caleb en scrutant les bois, les yeux plissés. « Mais Keller ne sera pas loin derrière. Il aura un drone au-dessus de nos têtes dans 5 minutes. » Il regarda Amelia. Son visage était couvert de suie, sa blouse déchirée. « Il nous faut un autre véhicule, dit-il. Et il nous faut des armes, de vraies armes. Mon voisin, dit Amelia en montrant à travers les arbres. Monsieur Henderson, c'est un fanatique des armes. Il a un bunker. Il est en Floride pour l'hiver. Caleb sourit. C'était un sourire terrifiant, sauvage. Montre-nous le chemin, Sierra 2. Ils ont envahi la propriété de Henderson comme des sauterelles. Ils ont trouvé une vieille Jeep Cherokee et un coffre-fort pour armes à feu que Caleb a forcé en moins de 3 minutes. Il s'est armé d'un AR-15 et d'un Glock 19. Il a tendu à Amelia un Sig Sauer 9 mm. Sécurité désactivée. Vise et appuie sur la gâchette, lui a-t-il expliqué. Je sais, a-t-elle répondu en vérifiant la chambre. Ils roulèrent vers le sud, évitant les autoroutes, s'en tenant au chemin forestier. Caleb s'affaiblissait à nouveau. L'adrénaline provoquée par l'explosion s'estompait, le laissant pâle et tremblant. « Tu saignes, dit Amelia en le regardant. « Je vais bien, mentait-il. « Tu ne vas pas bien. Tu as besoin d'une transfusion. Emmène-moi au chantier naval, dit Caleb d'une voix rauque. Emmène-moi chez Michael. Ensuite, je pourrai mourir. » Ils arrivèrent à la périphérie de Breton à minuit. Le chantier naval de Puget Sound se profilait au loin. Un vaste complexe industriel composé de grues et de navires de guerre gris. Les cales sèches se trouvent au nord, dit Caleb en regardant une carte sur son téléphone. Accès restreint, haute sécurité. Comment on entre? On ne s'introduit pas en douce, dit Caleb. On frappe. Il gara la Jeep.
Il activa la radio du gilet tactique volé qu'il avait récupéré dans la cachette Henderson. En réalité, il s'agissait simplement d'un gilet de chasse, mais il faisait l'affaire. Il le régla sur une fréquence spécifique, un canal d'urgence militaire. Ici le premier maître Caleb Thorne. Il parla dans la radio, sa voix projetant une autorité qui fit frissonner Amelia. Émission en clair. Je lance le protocole Broken Arrow dans le secteur Nord 1. J'ai le colis. Je répète, j'ai le colis Azrael. Des ennemis approchent. Je demande un soutien immédiat. Il raccrocha le micro. Tu viens d'annoncer à toute la marine que nous sommes ici, siffla Amelia. Exactement. Caleb répondit. Keller opère dans l'ombre. Il utilise des mercenaires. Il ne peut pas combattre la marine. Je viens d'allumer les projecteurs. Maintenant, Keller doit nous devancer pour atteindre la cible. Il a accéléré. La Jeep a rugi en direction de la clôture périphérique. Accrochez-vous, a crié Caleb. Il a percuté le portail. Le grillage s'est déchiré dans un crissement métallique. Ils étaient à l'intérieur. Ils ont foncé à travers le labyrinthe de conteneurs et d'énormes grues. Là, Caleb a pointé du doigt une énorme coque rouillée dans la cale sèche 4. Un vieux destroyer dépouillé de ses pièces. Caleb freina brusquement. Il sortit de la Jeep en trébuchant, son fusil à la main. « Michael » cria-t-il dans l'obscurité. « Sierra 1 » répond. Silence. Seul le vent sifflait dans le gréement. Puis un point laser rouge apparut sur la poitrine de Caleb. Amelia se figea. Elle leva son arme, mais ne savait pas où viser. « Lâche ton arme, fantôme. » Une voix retentit depuis l'ombre du navire. Ce n'était pas Michael. Un homme sortit de derrière une caisse. Il portait un uniforme militaire impeccable, avec des étoiles de général sur les épaules. Il était flanqué de 6 soldats lourdement armés qui se déplaçaient avec la précision de machines. « Général Keller, tu es un homme difficile à tuer, Caleb, dit Keller en souriant. Et tu as amené ta sœur, comme c'est pratique. Une réunion de famille. Caleb lâcha son fusil. Il était trop faible pour combattre 6 hommes. Il s'effondra à genoux. « Où est-il » cracha Caleb. « Michael. » Keller éclata de rire. « Oh, Caleb, t'as vraiment des problèmes mentaux. Ce n'est pas Michael qui t'a envoyé ses coordonnées. » Keller sortit un téléphone de sa poche. « C'est moi. » Amelia sentit le sang se glacer dans ses veines. C'était un piège. Ça avait été un piège depuis le début. « Il n'y a pas de Michael, » dit Keller en s'approchant, sortant un pistolet argenté. « Il est mort au Yémen, comme le rapport l'indiquait. J'avais besoin que tu sortes de ta cachette, Caleb. J'avais besoin que tu m'apportes le disque crypté que tu as volé. Et regarde, tu me l'as apporté. » Il pointa le pistolet sur la tête de Caleb. « Au revoir, soldat. » Clic. Le bruit d'un chien frappant une goupille, mais pas de détonation. Keller fronça les sourcils en regardant son arme. Crac! Un coup de feu retentit. Mais il ne venait pas de Keller. Il venait d'en haut, du pont rouillé du destroyer. L'arme de Keller s'envola de sa main, brisée par une balle de sniper. « Je ne ferai pas ça, général. » Une voix résonna dans les haut-parleurs du chantier naval. Une voix qu'Amelia n'avait pas entendue depuis 4 ans. « Michael » murmura-t-elle. Sur le pont du navire, une silhouette apparut. Il tenait un long fusil. À côté de lui se tenait une petite silhouette, une adolescente. « Ghost » tonna la voix de Michael. « Éloigne-toi. » La pluie arrive. Le chantier naval fut plongé dans le chaos. L'avertissement de Michael, « La pluie arrive », n'était pas une métaphore. Depuis le pont du destroyer rouillé, l'adolescente Sophie tapait frénétiquement sur un ordinateur portable robuste. Soudain, les énormes projecteurs halogènes H qui éclairaient la cale sèche explosèrent dans une pluie d'étincelles, plongeant tout le secteur dans l'obscurité totale. « Vision nocturne !» hurla le général Keller, se précipitant pour se mettre à l'abri derrière une caisse d'expédition. « Tuez-les tous! Zone de tir libre! » Mais les mercenaires de Keller se battaient sur un champ de bataille qui venait de se retourner contre eux. Au-dessus d'eux, une énorme grue se mit à gémir, son crochet se balançant sauvagement, contrôlé à distance par la jeune fille. Il s'écrasa sur une pile de conteneurs, les faisant tomber comme des dominos sur la position des mercenaires. Dans la boue, Amelia attrapa Caleb par le col et le traîna derrière le volant de la Jeep juste au moment où le pare-brise se désintégrait sous une pluie de tirs automatiques. « Il est vivant !» sanglota Amelia en rechargeant son pistolet de main tremblante. « Caleb, il est vivant! Reste baissé !» grinça Caleb. Il était à bout de force, sa vision se rétrécissait. Il assure la surveillance. « Nous devons les prendre à revers.
Tu ne peux prendre personne à revers, hurla Amelia. Tu peux à peine te tenir debout. Alors sois mes jambes, dit Caleb. Il lui mit de force l'AR-15 dans les mains. Je vais attirer leur feu. Tu couvres le côté gauche. Ne les laisse pas nous encercler. Non, refusa Amelia. Nous restons ensemble. Dans l'obscurité de la coque du navire, le craquement du fusil de sniper de Michael retentit à nouveau. Bang! Un mercenaire tomba. Bang! Un autre tomba. Michael les éliminait à l'aide de la seule lueur de son canon. Keller, réalisant que son équipe était en train d'être démantelée par un fantôme, paniqua. Il abandonna ses hommes et sprinta vers la Jeep, son arme de secours, une mitraillette, levée. Il n'essayait pas de s'échapper. Il essayait de tuer les témoins. « Meurs, sale traître !» hurla Keller en tirant des rafales de balles sur la Jeep. Les balles transpercèrent la porte métallique. Caleb se jeta sur Amelia, recevant un éclat d'obus dans l'épaule. Il gémit, ses forces l'abandonnant enfin. Keller contourna le capot de la Jeep, le canon de son armée pointé vers la tête de Caleb. Le général souriait, les yeux écarquillés de folie. « C'est fini, fantôme. » Amelia était coincée sous le poids de Caleb. Elle ne pouvait pas lever son arme. Michael ne pouvait pas tirer. L'angle était bloqué par le véhicule. Keller appuya sur la gâchette. Clic. L'arme s'enraya, un dysfonctionnement du canon. Pendant une fraction de seconde, il y eut un silence. Keller regarda l'arme avec incrédulité. Cette seconde était tout ce dont Amelia avait besoin. Elle n'essaya pas de lui tirer dessus. Elle n'avait pas l'angle nécessaire. Au lieu de cela, elle fouilla dans sa poche et en sortit la seule arme qui lui restait, le pistolet lance-fusée qu'elle avait pris dans le kit du bateau dans le garage de Henderson. Elle enfonça le canon dans l'espace entre la portière de la voiture et le cadre, visa directement la poitrine de Keller et appuya sur la gâchette. La fusée au magnésium frappa Keller dans son gilet tactique. Elle ne le transperça pas, mais s'enflamma instantanément, brûlant à 3000 degrés Celsius. Keller hurla, lâcha son arme et se gratta la poitrine en feu. La lumière rouge aveuglante l'illuminait comme un démon dans l'obscurité. « Cible marquée !» rugit Caleb, rassemblant le peu de voix qui lui restait. « Sierra 1, envoie-le. » Sur le navire, Michael vit la fusée rouge. Il n'hésita pas. Boum! La balle de gros calibre du fusil de sniper déchira la nuit. Elle frappa Keller en plein cœur, mettant fin à son cri instantanément. Le général s'effondra dans la boue, la fusée éclairante continuant de crépiter sur sa poitrine. Le silence s'abattit sur le chantier naval. Les mercenaires, voyant leur chef mort et face à un sniper invisible, jetèrent leurs armes. Cessez le feu. La voix de Michael retentit dans les haut-parleurs. Sécurisez la zone. Amelia repoussa Caleb. Il était inconscient, sa respiration était faible. Caleb, cria-t-elle en appuyant ses mains sur son cou. Un pool faible, mais présent. Elle leva les yeux vers le navire. Une échelle de corde se déroula depuis le pont. Une silhouette glissa le long de la corde, se déplaçant avec la grâce d'un homme qui avait passé sa vie dans l'ombre. Il toucha le sol et courut vers eux. Il retira son masque. C'était Michael. Il avait vieilli, il était marqué par les cicatrices et son regard était dur. Mais c'était bien lui. Il tomba à genoux dans la boue. Il n'embrassa pas Amelia. Pas encore. Il se précipita vers Caleb et posa ses mains expertes sur ses blessures. « Il est en état d'hypothermie, » dit Michael d'une voix rauque. « Il faut l'évacuer immédiatement. »« La marine arrive, » dit Amelia, les larmes coulant sur son visage, mêlées à la pluie. Caleb les a appelés. Broken Arrow. Michael la regarda, puis la regarda vraiment. Il tendit la main et lui toucha le visage avec sa main gantée. « Tu l'as sauvé, Evie, » murmura-t-il. « Tu nous as tous sauvés. » Des sirènes retentirent au loin. Des lumières bleues clignotaient sur les coques grises des navires. La cavalerie était arrivée. 3 semaines plus tard, le soleil brillait sur la terrasse du Centre de rééducation des vétérans de San Diego. Il s'agissait d'un établissement privé financé par des donateurs anonymes qui ressemblaient fortement à la communauté du renseignement, essayant de s'excuser pour une énorme bourde. Amelia était assise à une petite table, 2 cafés devant elle. La porte s'ouvrit et un homme sortit. Il utilisait une canne et se déplaçait avec raideur, mais il marchait. Il portait des vêtements civils, un jean et un t-shirt qui révélaient les cicatrices en voie de guérison sur ses bras. « Caleb », dit-il en s'asseyant en face d'elle
grimaçant légèrement tandis qu'il ajustait sa jambe. Ils me disent que je suis à la retraite, dit Caleb en prenant une gorgée de café. Une libération honorable, tous les avantages sociaux et un accord de confidentialité aussi épais qu'un annuaire téléphonique. Et le général Keller Melia a demandé à ce qu'il soit rétroactivement déchu de son grade, dit Caleb. La version officielle parle d'un accident lors d'un entraînement, mais les données contenues dans ce disque ont été transmises aux bonnes personnes. Le projet Azrael est abandonné. Les filles de cette école au Yémen ont été relogées. Elles sont en sécurité. Amelia acquiesça. Et Sophie. Le MIT lui a accordé une bourse complète. Caleb sourit sous un nouveau nom, bien sûr. Elle se plaint que les cours d'informatique sont trop faciles. Ils restèrent assis en silence pendant un moment, écoutant l'océan. « Et Michael ?» demanda Amelia doucement. Caleb regarda l'eau. « Michael est compliqué. Il ne peut pas revenir, Evie. Pas vraiment. Il est officiellement mort, mais il est là-bas. Il travaille pour une unité différente maintenant. Une unité qui ne rendait compte qu'au président. Il fouilla dans sa poche et en sortit un petit morceau de papier plié. Il voulait que tu aies ça. Amelia l'ouvrit. C'était une seule ligne écrite de la main tremblante de Michael. Sierra 2 est l'opératrice la plus courageuse que je connaisse. On se voit dans la cabane. Amelia plia le mot et le serra contre sa poitrine. Elle regarda Caleb. Le fantôme avait disparu de ses yeux. Il n'était plus qu'un homme maintenant. Un homme qui avait survécu parce qu'une infirmière avait refusé de le laisser partir. « Alors, » dit Amelia en essuyant une larme, « que fait un Navy SEAL à la retraite? » Caleb la regarda et, pour la première fois, son sourire atteignit ses yeux. « Je pensais suivre un cours de secourisme, dit-il. J'ai rencontré une infirmière. Elle est incroyablement autoritaire, mais elle connaît son métier. Je me suis dit que je pourrais apprendre une chose ou deux. » Amelia rit. C'était un son clair et joyeux qui chassa les ombres du mois dernier. « Tu vas être un élève épouvantable, dit-elle. »« Probablement, » acquiesça Caleb en tendant la main par-dessus la table pour prendre la sienne. « Mais je promets d'écouter le professeur. » Cette histoire nous rappelle que parfois, les champs de bataille les plus dangereux ne se trouvent pas dans des pays étrangers, mais dans des endroits où on s'y attend le moins. Ce ne sont pas les armes ou l'entraînement qui ont sauvé la vie de Caleb dans cette salle de traumatologie. C'était l'amour d'une sœur pour son frère et sa capacité à reconnaître l'humanité chez un homme que tout le monde considérait comme un monstre. Amelia Hart n'a pas seulement soigné un patient. Elle a répondu à un appel que personne d'autre ne pouvait entendre. Dans un monde plein de bruit, elle a écouté le signal. Quelle aventure! De la salle d'urgence chaotique de Seattle à l'affrontement sous la pluie dans le chantier naval, l'histoire d'Amelia et Caleb prouve que les héros peuvent prendre toutes sortes de formes. Certains portent des bottes de combat, d'autres des blues. Si cette histoire vous a tenu en haleine, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime ». Cela aide vraiment la chaîne. Et si vous voulez d'autres récits captivants sur la survie, le mystère et des drames tirés de la vie réelle, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Qu'avez-vous pensé de The Twist with Michael? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour la prochaine vidéo.